Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Après donc cette introduction très riche, très nourrie, à mon tour de présenter notre professeur et collègue, professeur Aïcha Ouazzani Chahdi. Docteur Ouazzani a dit quelques mots que j'avais préparés justement, elle est professeure universitaire à Meknes, faculté sciences juridiques, économiques et sociales. Je crois que ce n'est pas la peine de perdre du temps. Nous allons alors demander à la collègue Madame Aïcha Ouazzani de nous présenter son livre. Merci Madame Nassaré. Je remercie d'abord vivement Madame Ouazzani de m'avoir invitée. Madame Nassaré, alors, à mon tour, je remercie vivement Madame Ouazzani de m'avoir invitée. C'est un plaisir de se retrouver dans un cadre familial, un cadre scientifique et familial, donc c'est toujours encourageant. Et nous avons l'exemple de femmes combattantes. Nous avons l'exemple de femmes qui ont joué un grand rôle aussi pour la démocratie, pour soutenir la femme marocaine, vu son rôle automatiquement au niveau historique et aussi actuellement. Je remercie aussi, c'est un plaisir d'être avec Madame Nassaré que je viens de connaître. C'est un grand plaisir de l'avoir aujourd'hui. Et je remercie vivement ma collègue, Madame Saoudi, qui est une grande organisatrice des colloques sur la femme. Donc elle est spécialiste dans les colloques sur la femme. J'allais la présenter après vous. Tout d'abord, je tiens à féliciter la femme et les femmes marocaines pour leur journée internationale. Nous savons très bien que la femme marocaine est une grande combattante. C'est un combat qui est inachevé. Inachevé, nous verrons ceci tout à l'heure. C'est un combat, bien sûr, pour la dignité, pour la citoyenneté, pour montrer ses compétences et ses valeurs scientifiques, et ainsi de suite. La femme marocaine, il ne faut pas oublier qui c'est cette femme. C'est la mère, c'est la femme, c'est la sœur, c'est la fille, c'est l'amie, c'est la compagnante, c'est la moitié, c'est la grand-mère, c'est la moitié de l'homme, et donc c'est la vie pour tout le monde. C'est la vie pour tout le monde, c'est ça la femme. Et automatiquement, pour essayer de comprendre quelle est la place et le rôle de la femme marocaine, je me suis permise quand même d'écrire un livre qui n'est pas comme les autres. C'est un livre qui n'est pas comme les autres, parce que c'est un livre, d'ailleurs regardez bien l'image que j'ai choisie, de la femme marocaine, et la femme berbère aussi. Et donc c'est un livre, quand je ne dis pas comme les autres, parce qu'il rassemble un ensemble de conférences, de mes conférences que j'ai pu faire pendant des années successives lors des colloques internationaux sur la femme et dont Madame Saoudi était la présidente. Donc je lui dois vraiment son travail très sérieux sur le combat de la femme marocaine. Pourquoi cette thématique? L'intérêt de la thématique, s'il vous plaît, parce que depuis longtemps, c'est pas de nos jours, c'est une thématique qui a été débattue d'abord à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, ça veut dire que quel que soit le niveau de développement des pays, quel que soit le niveau culturel, quelle que soit la religion, c'est un problème à l'échelle mondiale. D'abord. Deuxièmement, le combat de la femme pour sa libération, c'est un combat historique. Si on prend seulement le cas de la France, à travers mes lectures, et je tiens d'abord entre parenthèses à vous dire que je travaille en tant que professeur, chercheur, économiste, mais pas militante. Je ne suis pas de ce genre militante parce que je vais vous dire pourquoi. Je suis observatrice de la société marocaine, qu'est-ce qui se passe,
Et en même temps, je suis chercheur en ce qui concerne le domaine de la femme, que ce soit à l'échelle mondiale. J'ai essayé de faire un tas de recherches de la femme africaine, iranienne, afghane, française, etc. Différents types de modèles que j'ai pu prendre sur la femme marocaine. Mais la lutte, elle est pareille. La femme marocaine, il ne faut pas voir seulement nous sommes dans un pays en développement, nous avons le problème de la femme, c'est un problème mondial. Et c'est un problème qui a fait l'objet d'un grand débat à l'échelle internationale et dans différents types d'organismes internationaux. Et je sais très bien, par exemple, en France, c'est un problème aussi historique, lors de la Révolution française, c'est-à-dire en 1789. Il y avait une femme qui a vu d'autres femmes maltraitées, des esclaves, etc. Et elle a essayé de libérer ce genre de femmes. Elle a été guillotinée. Il n'y a pas moyen de parler. Et ainsi de suite, déjà durant la Révolution française. N'en parlons pas qu'après, en France, avec le développement du syndicalisme, du patronat, etc., la reconnaissance des droits, en général, de l'homme, pousse aussi les femmes à se manifester. Et dans le cadre des organisations internationales, notamment l'ONU, etc., la Banque mondiale, c'est devenu des conventions signées par ces instances internationales sur les droits de la femme et les droits de la libération de la femme. C'est pour ça que dans le contexte marocain, deux choses ont poussé à la libération de la femme. D'abord, une pression externe depuis les années 1980, avec la mondialisation, avec l'ouverture, le fait de voir qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, la libération de la femme étrangère, etc. Donc une pression externe et de la même manière une pression interne. La reconnaissance des partis politiques, surtout des femmes qui étaient militantes à l'époque. De la même manière, il y avait beaucoup d'apparitions de mouvements féministes. Et le mouvement féministe marocain, s'il vous plaît, il est basé, si on peut bien le caractériser, on peut le diviser en trois étapes. Une première étape de mouvement féministe, c'est ce que Mme Bouyaouzani a dit, c'est pendant la période coloniale. Pendant la période coloniale, à Oued Safa, donc automatiquement il y avait pas mal de femmes bourgeoises, à l'époque de familles bourgeoises, qui voulaient d'abord faire entrer leurs enfants à l'école. Et de la même manière, on cherchait à éduquer la fille et la femme en général pour qu'elle soit ce qu'on appelle la femme idéale. Et la femme idéale à l'époque, sous le protectorat, la femme idéale c'était quoi? C'était la préparer pour se marier. La préparer en tant que cuisinière, en tant que mère, pour bien éduquer ses enfants, en tant que femme de foyer. C'était à l'époque, sous le protectorat, on parlait de femme idéale. Mais la deuxième étape, c'était après l'indépendance. Il y avait la naissance du Code de la famille, le premier Code de la famille en 1957. Et là, il y avait quand même certaines réactions féminines, du mouvement féministe, et qui a fait apparaître ce qu'on appelle la femme nouvelle. La femme nouvelle, c'est-à-dire la femme qui va sortir de l'espace privé à l'espace public, qui va commencer à chercher du travail. Et là, les deux espaces, j'aurai l'occasion aussi d'en parler. Mais malgré ceci, dans le cadre de ce premier code de famille, c'était un code sacré. C'était un code sacré, on n'en parle pas. Il y a la hiérarchisation. La femme, c'est la maison, c'est le foyer, c'est la sphère privée pour elle. L'extérieur, c'est la sphère publique, c'est l'homme. La sphère publique, elle est faite pour l'homme. Et donc, à l'intérieur de la maison, il y a la hiérarchisation. Tout est soumis au père. Si ce n'est pas le père, c'est le grand frère. Et la femme n'a pas le droit de parler. C'est une hiérarchisation. Et le code, c'était un code sacré. On ne peut pas toucher. Du tout. Avec le temps, vers les années 70 et les années 80, l'ouverture du Maroc, l'imposition du libre-échange, le capitalisme qui a fait son apparition, etc., le mouvement féministe est devenu de plus en plus fort. De plus en plus fort, et automatiquement, en 2004, on a essayé de le rectifier parce qu'il y avait des mutations sociales et il y a eu un changement
difficile au niveau du code de la famille. C'est la loi. Mais là, il y avait un tiraillement des deux côtés. D'une part, un mouvement réformiste moderne, et de l'autre côté, un mouvement traditionnaliste s'inspirant soi-disant du Coran et donc de la religion. Et excusez-moi, là, je porte à votre connaissance que je suis dans l'obligation de vous lire quand même juste le verset du Coran. Le bon Dieu, dans le Saint-Coran, a dit « Elles sont, les femmes, un vêtement pour vous, et vous êtes pour elles un vêtement. » Et j'insiste sur ceci, parce que le côté religieux, personnellement, je donne beaucoup d'importance à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des musulmans d'abord, et nous sommes après des Marocains. Et ça, j'insiste sur ceci, pour pouvoir expliquer le reste sur la femme. De la même manière, dans le hadith de notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les femmes sont les égales des hommes en droit. L'égalité, on l'a. Donc, personnellement, en tant que femme, pourquoi je dis je ne suis pas militante? Parce que je sais, en tant que musulmane, j'ai tous mes droits. C'est pour ça que dans chaque colloque, quand on me présentait une fleur rouge, personnellement, je n'étais pas très contente. Que signifie cette fleur rouge? Pour que je sois satisfaite comme un jeune enfant quand on lui donne une sucette? Non. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente quand on m'offre une fleur rouge. Non. Essayez. Pourquoi je dis ceci? Parce que qui me l'offre? C'est généralement un professeur, surtout de... Président. Oui, ou le président, ou le professeur, c'est toujours le... Je préfère beaucoup plus, au lieu de la fleur rouge, la reconnaissance des droits de la femme. C'est ça ce qui fait plaisir à la femme, non pas la fleur rouge. Et derrière notre dos, il y a automatiquement, c'est compris, la casse pour la femme. Moi, je suis réaliste. Donc, alors, après le Coran et le hadith de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il y a l'adage, bon, peut-être l'expression arabe qui dit wara kull rajul azimin mar'a, ne pas l'oublier. Et puis l'adage marocain, si on le dit, donc c'est significatif. C'est significatif. Bon, donc comme je vous ai dit pour le choix du thème, c'était les pressions externes, avec la mondialisation, avec les conventions internationales sur les droits de la femme, etc. Et des pressions aussi internes. La problématique au niveau de ce livre, qui n'est pas comme les autres, je vous dis, parce qu'il rassemble un tas de conférences. Si j'ose dire, par exemple, la première conférence, c'était les inégalités hommes-femmes, la question féminine et l'intégration de la femme dans le développement économique, j'aurai l'occasion d'en parler. Un autre thème, c'était la violence à l'égard des femmes, un produit social et culturel. Ça, c'est fort, c'est fondamental. La différence entre l'homme et la femme, ce n'est pas la religion qui l'a créée. L'inégalité, ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème social. C'est une construction sociale. C'est une idéologie patriarcale. La femme doit être soumise à l'homme. La femme doit être soumise au père et en l'absence du père, et ça ne parle pas, le grand frère. Et sa place, c'est la maison. À l'extérieur. D'ailleurs, on verra, j'ai bien travaillé sur la place de la femme dans la fonction publique actuellement et dans le secteur public, etc. Des problèmes qu'elle rencontre au niveau, c'est comme si elle est devenue une concurrente à l'homme, c'est comme si elle a pris la place de l'homme. Alors là, une autre conférence, c'était sur la femme marocaine entre son passé et son avenir et les enjeux, parce que l'avenir, là aussi, c'est un point d'interrogation. Alors là, c'est un point sur lequel j'insisterai vraiment, c'est le féminisme au Maroc et les effets pervers de l'émancipation. J'insisterai beaucoup sur ce point-là. Et une dernière conférence qui a été faite par dans le cadre du colloque présenté par Madame Saoudi, c'est la femme dans l'espace public marocain. Quel combat! Bon, le livre, il est là. Je ne vais pas essayer de parler de tous ces thèmes, mais personnellement, j'insiste sur deux que je trouve vraiment intéressant, c'est quelle est la place de nos jours
de la femme marocaine? Quel est son rôle et quelle est sa place? A-t-elle terminé son combat? Le combat est-il achevé? Et pourquoi il n'est pas achevé? Elle doit toujours combattre pour avoir davantage de droits. Et à quel niveau ce combat est arrivé? Ça, c'est un point important. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est surtout les effets pervers de l'émancipation. Parce que je ne parle pas en tant que femme, je l'ai dit tout à l'heure, mais je parle en tant qu'observatrice de ce qui se passe dans la société marocaine. Dieu soit loué, j'ai grandi dans une famille qui m'a toujours donné tous les droits. J'ai un mari qui me donne tous les droits, donc je ne suis pas touchée sur ce plan-là, mais ce qui me touche, c'est ce que j'observe dans la société marocaine. Alors, je commence d'abord par les droits actuellement, à quel niveau la femme marocaine est arrivée de nos jours. Vous savez très bien qu'elle est passée par des étapes. Déjà, en 2004, lors de la présentation de la Modiwana, il n'y avait que 3 femmes. Mes collègues qui ont assisté même à cette... pour pouvoir ramasser tous les documents nécessaires pour changer ce code de famille. Ce code de famille, je vous ai dit, il était dans un contexte difficile à dresser parce qu'il était tiraillé entre les réformistes, modernistes, et puis le courant traditionnel, soi-disant s'inspirant de la religion et qui était contre le changement. Mais malgré ça, il y a eu une avancée de la femme marocaine en 2011, avec la Constitution, il y a eu d'autres avancées, d'autres appuis pour la femme marocaine. Depuis, 12 ans après la Constitution, 18 ans après ce code de 2004, actuellement, quelle est la place de la femme marocaine? On sait très bien, et nous le savons tous, que la femme marocaine a eu plusieurs acquis. Elle est partout maintenant, elle est partout. Elle est ministre, elle est parlementaire, elle est professeure, elle est médecin. Je sais pas, elle est médecin, partout, elle est ambassadrice, elle est représentatrice du Maroc dans les Nations Unies, elle est partout. Dans l'armée, dans la police, partout, partout la femme marocaine. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'elle a bien trouvé sa place? Est-ce qu'elle connaît un épanouissement? D'ailleurs, le HCP au Maroc, le Haut Commissariat au Plan, bon, je ne vais pas amener les statistiques, la place de la femme dans ces différents travaux dont je vous ai parlé, dans ces différentes professions, reste très, très minime. Très limitée. D'ailleurs, on l'écarte même des centres de décision. Des centres de décision. Elle est loin des centres de décision. De la même manière, au niveau même de... Bon, elle travaille, elle est dans l'espace public. Mais elle est mal reçue. Malheureusement mal reçue par qui? Par qui? Par qui? Je n'oserais pas le dire, mais par les concurrents. Par les concurrents. Parce que l'espace public a toujours été un espace pour l'homme. Mais malheureusement, vous savez que moi, je me rappelle quand je faisais les interventions devant mes étudiants, des jeunes hommes, ils me regardaient comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'homme n'est pas responsable de cette situation. L'homme, il a reçu une éducation comme quoi il est supérieur à la femme. Il n'est pas responsable de lui-même. Donc, moi, je sais que mes étudiants, quand je faisais la conférence, ils me regardaient en me disant, bon, supériorité, ils ne sont pas conscients qu'ils ont été éduqués de cette manière. Pourtant, la société, c'est ça. Actuellement, les hommes, quelles que soient les circonstances, quels que soient les postes de travail, ils pensent que la femme, elle a pris leur place. Ça les gêne. Donc, automatiquement, il y a beaucoup de conséquences. La femme n'est pas épanouie. La femme n'est pas épanouie avec tous les acquis qu'elle a pu avoir. Elle n'est pas épanouie. Et pourquoi elle n'est pas épanouie? Elle se retrouve actuellement dans la fonction publique, dans l'espace public, elle est marginalisée. On l'encourage à l'entrepreneuriat et pourtant, on n'essaie pas de lui donner les crédits qu'on peut donner aux garçons. On a toujours
pas confiance. Conséquence, elle perd confiance en elle-même, malgré ses compétences. Elle perd confiance en elle-même, et psychologiquement, elle n'est pas très en forme, et elle subit tous les chocs de l'espace public. La marginalisation, harcèlement sexuel, le fait de ne pas la laisser prendre des décisions, elle est plus ou moins écartée. Mais ça n'empêche pas que la femme marocaine, elle combat toujours. C'est une combattante. Ça veut dire automatiquement que tout ce qui a été dit au niveau du Code de la famille en 2004, il doit être révisé. Grâce à notre roi, que Dieu le glorifie, dans son dernier discours du trône en juillet 2022, insisté pour reprendre le code de la famille et automatiquement discuter des problèmes de la femme. Parce que la femme est bloquée actuellement. Il y a beaucoup de mutations, il y a beaucoup de changements économiques, sociaux, culturels, etc. Et la femme se trouve bloquée. À titre d'exemple, dans le code de la famille de 2004, on a commencé à parler du rôle que peut jouer de l'aide pour les ménages. Mais ménage c'est quoi un ménage? Ménage, généralement quand on parle ménage, c'est le foyer, la femme, le mari, les enfants. Mais il y a d'autres cas qui n'ont pas été spécifiés, parce que la monogamie n'a pas été claire. Et il y a la femme divorcée, il y a la femme veuve. De la même manière, les enfants. Il y a des enfants normaux qui ont le père et la mère, mais il y a des enfants qui sont illégitimes. On n'a pas parlé de ceci. Actuellement, une femme divorcée, elle est bloquée si elle veut inscrire son fils ou sa fille, elle a besoin de la tutelle du père. Le père n'est pas là. Le père, il s'est remarié, il est en France. Elle est bloquée. Parce que, même le code de la famille de 2004, on a insisté sur la hiérarchisation. Qui dit tutelle, dit hiérarchisation. Mais le problème actuel, c'est que le tout a changé. Il faut qu'il y ait égalité hommes et femmes. Pourquoi on a voulu parler hiérarchisation? C'est toujours le père, c'est toujours le mari qui s'occupe, c'est toujours... Parce qu'en général, on disait, le père, c'est celui qui s'occupe de la famille, c'est lui qui donne l'argent à la famille. Maintenant, la femme travaille. Parfois, le mari ne travaille pas, c'est la femme qui travaille. Donc, la femme, elle est à la charge de la famille. La femme, elle est à la charge des enfants. Donc, s'il n'y a pas une pure égalité entre l'homme et la femme de nos jours, tout est bloqué. Donc la femme n'a pas eu, malgré les acquis, n'a pas eu toutes les avancées qu'elle mérite. Et elle est toujours en train de combattre. Et actuellement, il y a beaucoup de problèmes dans la société marocaine. C'est compris? La femme n'est pas épanouie. Là où elle est, elle n'est pas épanouie. Et là où elle est, elle trouve du bonheur. C'est mon premier point. Le deuxième point sur lequel je veux discuter, et là, s'il vous plaît, c'est je suis observatrice de ce qui se passe au niveau de la société marocaine. L'émancipation. On parle de l'émancipation de la femme. Et là, quand j'ai fait cette conférence au niveau de la faculté de droit, parce que c'était ma dernière conférence, je sais très bien que la majorité des femmes n'étaient pas contentes. Quand je parle des effets pervers de l'émancipation. Ils n'étaient pas contents, mais moi je suis observatrice, je suis réaliste. C'est bien que la femme travaille, c'est bien que la femme cherche à s'épanouir, c'est bien que la femme cherche à avoir de grands postes de responsabilité et combat pour son avenir. Mais il y a des effets pervers. Nous vivons actuellement, je parle de la société marocaine, je ne dis pas à l'extérieur, il y a un grand paradoxe entre tradition et modernité. Grand paradoxe. Et ça crée des problèmes. Nous avons un grand paradoxe entre l'absence, on est passé, la femme marocaine, elle est passée de l'absence de liberté à une liberté sans limite. Et à une liberté qui l'a poussée même, excusez-moi mes amis, peut-être qu'on défend la femme aujourd'hui,
Mais moi, je suis réaliste. Oui, Je suis pour obligée reconnaître la réalité. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Elle est sur le point de perdre sa dignité. Pourquoi? Parce qu'on cherche la liberté totale. Vous comprenez? La femme marocaine, maintenant, voit le mari, l'homme, son concurrent. Elle veut travailler pour le dépasser. Elle veut avoir de l'argent pour être indépendante du mari. On le voit comme le concurrent. En général, moi je ne parle pas des cas particuliers. En général. Et ça, c'est des choses qui me touchent. La femme marocaine, aujourd'hui, n'a pas eu la même éducation que notre génération avant. Donc, ce qu'il y a de nos jours, il y a une perte des valeurs. Et là, ça me touche profondément. C'est pour ça que je vous dis, je suis observatrice. On a perdu les valeurs. On a perdu les valeurs. Parce que même si on a été éduqué à la traditionnelle, on a été éduqué avec des valeurs. Vous allez vous marier. Vous avez un mari qu'il faut respecter, qu'il faut faire ceci. Vous avez affaire à une belle famille. Je me rappelle même de mon mariage, quand ma mère m'a dit « Vous avez affaire à une belle famille, vous pouvez me toucher, mais pas toucher la belle famille. » Elle est à respecter. Et quand je sais que les jeunes maintenant, il y a des jeunes qui viennent me dire « Madame, enfin c'est pas les étudiants, c'est en général, qui me disent « Cherche-moi un mari sans sa mère. » Je ne sais pas qui c'est cette mère. Sans sa mère. Oui, sans sa mère. Et sa sœur, sans sa mère et sa sœur. Mais c'est catastrophique. Sans famille. Je vais vous dire une chose. Réunissant. Je vais vous dire une chose. Bon, j'avais une fille, bon, elle est décédée, Mahma, qui était à la mission française. Et quand on nous appelait pour la réunion des parents, le directeur de la mission française, qui est un Français, il critiquait les garçons parce qu'il voyait les garçons fumer. Il critiquait la fille parce qu'elle se maquillait. Et quand il voulait dire aux parents, faites attention à tout ceci, les femmes marocaines se lèvent en disant, vous n'avez pas le droit. C'est nous qui achetons la cigarette, c'est nous qui leur offrons le maquillage. Et je reste touchée par ça. N'oublions pas que nous avons des valeurs. C'est compris? Et en plus de tout ceci, s'il vous plaît, si nos parents traditionnels qu'ils étaient, ils nous ont transmis des valeurs, mais les mamans actuellement ne transmettent pas de valeurs. Ne transmettent pas de valeurs. C'est compris? Bon, on les pousse avant qu'ils ne se marient. Faites ceci au mari. Ne respecte pas la belle-mère. Habitez seul. Faites ceci. Donc, on va vers la dislocation de la famille. On va vers la perte des valeurs. On va vers la perte de la dignité. Donc, je suis pour l'émancipation de la femme, mais je ne veux pas qu'il y ait la perte de la dignité et des valeurs. Avec ce deuxième point, je reviens toujours pour parler quand même de la femme marocaine et de ses acquis. Quelles sont mes recommandations d'avenir? Quelles sont mes recommandations pour que la femme marocaine puisse trouver ses valeurs, son épanouissement, sa considération, etc., que ce soit dans le foyer, que ce soit à l'extérieur? La première des choses, c'est qu'il y ait un changement de mentalité. On a besoin de changement de mentalité. Et le changement de mentalité nécessite la participation de tous les acteurs sociaux et économiques, tous les acteurs. D'abord, un changement au niveau du foyer, de la famille. La famille, c'est le principal acteur éducateur. Ben, fini cette séparation entre le garçon et la fille. Ben, c'est pas la peine d'arranger votre chambre. Toi, tu dois arranger ta chambre. Tu la prépares pour qu'elle soit une femme d'avenir. Et le garçon, non, il va travailler avec son père à l'extérieur. C'est fini ce souci. Il faut éduquer les enfants à égalité. Il faut les éduquer à égalité. Il faut leur transmettre les valeurs à égalité. Ça se transmet de génération en génération. Et qui transmet les valeurs? C'est la maman. C'est la femme.
c'est la femme. C'est pour ça qu'on dit que la femme, elle joue tout son rôle dans la stabilité du foyer, de la maison, de l'équité sociale. La femme a un grand rôle. Regardez, de nos jours, ne serait-ce que les enfants. La femme qui travaille, les enfants, ils sont entre les mains de la bonne. Qui les éduque? Comment vont-ils transmettre les valeurs? Quel type de valeurs? Moi, je sais très bien que j'ai une petite fille. On me dit, s'il vous plaît, sa maman me dit, Khadi, vraiment, si vous trouvez la fille votre petite fille très rigide ou insolente, c'est pas moi, c'est parce que moi je suis pas avec elle, c'est l'autre. Donc les enfants sont entre les mains de la bonne. Pourquoi je dis ceci pour que les jeunes actuellement, le changement de mentalité, ils ont des enfants, ils doivent s'occuper de leurs enfants, tous les deux. Il y a un partage de responsabilités. Je ne vais pas les mettre entre les mains des bonnes. Bon. Alors, au niveau de la famille, le rôle de la famille, notamment de la mère, l'éducation des enfants, la bonne éducation des enfants et la transmission des valeurs. La mentalité doit changer aussi au niveau de l'école. Même l'école, au niveau de l'enseignement, là aussi, et au niveau de la transmission aussi, là aussi des valeurs, le respect d'autrui. Au niveau de l'école, on doit apprendre. Quand je sais que, là aussi, on a l'expérience toujours, c'est pour ça que je suis observatrice, de mon fils qui rentre un de ces jours en pleurant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le maître, le professeur lui a donné une chiffre. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça c'est la bonne éducation? Non. On éduque tout doucement les enfants. L'école doit jouer son rôle au niveau de l'éducation et de la transmission des valeurs. La société civile, les associations, ils doivent écouter la femme. Parce que là, les associations ne doivent pas avoir un but, et d'ailleurs, même c'est la définition même de l'association, juste pour ramasser de l'argent, etc., etc., etc. Non! Mais là, il faut écouter la femme, trouver des solutions à la femme, qu'ils soient intermédiaires entre la femme et le gouvernement, appuyer le gouvernement pour essayer de défendre la condition féminine, etc. De la même manière, les masses médias. Les masses médias doivent jouer le rôle. Qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, au niveau de la télévision? Qu'est-ce qui montre au niveau de la télévision? Au niveau des films, on voit les femmes agressives, les hommes qui battent les femmes dans les films. C'est pas comme ça qu'on montre. Qu'est-ce qu'on va montrer? Montrez-nous, les femmes marocaines, à quel niveau elle est arrivée. La femme pilote, la femme elle fait ceci, la femme ambassadrice. Montrez la belle image de la femme. Mais non pas la femme qui est battue dans le cadre des films, etc. etc. C'est aussi catastrophique. Donc, les masses médias doivent jouer leur rôle pour donner une belle image de la femme marocaine. L'État. Tout le rôle, c'est celui de l'État. Vous savez très bien que le mouvement féministe, quand il a démarré, la première idée qu'il avait dit, le privé, c'est politique. Le privé, c'est politique. C'est-à-dire tout ce qui concerne la femme, au foyer, etc., tous les problèmes internes, ils ne peuvent pas être résolus s'ils ne sont pas entre les mains de l'État. C'est l'État qui peut résoudre tous les problèmes. L'État doit faire de la problématique de la femme un projet de société. Un projet de société. L'État doit l'intégrer dans ses programmes de gouvernement, dans ses stratégies de gouvernement, dans ses stratégies sectorielles. C'est un projet de société, c'est un projet de développement. Parce que vous savez très bien que les instances internationales, les organismes internationaux, avant, pour connaître les performances d'un pays, avant, on les connaissait par quoi? Le niveau de croissance du PIB, du produit intérieur brut, le revenu par tête d'habitant. Avant, maintenant non. Le rôle du capital humain dans le développement. Le capital humain, le capital immatériel, entre autres, il y a la femme. L'intégration de la femme dans le développement. Et vous savez par exemple qu'au niveau des Pays-Bas, et un autre pays aussi, c'est des pays qui sont arrivés à un niveau élevé grâce à l'intégration de la femme dans le développement. L'intégration de la femme dans le développement. La Chine, ce n'est pas une puissance pour rien. La deuxième puissance économique du monde.
l'éducation généralisée. Et la femme en priorité. L'éducation généralisée. Au Maroc, moi j'utilise les statistiques tous les ans. Non seulement on parle de la pauvreté, de l'analphabétisme, mais le problème de la femme. La femme urbaine et surtout rurale. Donc ça c'est un problème de gouvernement, c'est un problème de politique économique. Il n'y a pas quelqu'un qui peut résoudre le problème de la femme, même s'il y a le foyer, même s'il y a les associations féminines, c'est l'État. Parce que même au niveau de l'État, il y a un courant qui est traditionnaliste. C'est compris? Et même au niveau des, je ne sais pas moi, parfois au niveau des juges, quand il y a des problèmes, au niveau des magistrats, etc., les personnes, en tant que personnes, ils ont un courant traditionnaliste. Donc, pour ne pas défendre la condition féminine. Donc, qui peut jouer son rôle? C'est automatiquement l'État. L'État doit prendre le problème de la femme, la problématique de la femme, la thématique de la femme, doit l'intégrer dans son programme de gouvernement. Et on sait très bien que la femme, c'est la moitié de l'homme. Et donc, quand on parle de nos jours, la course vers le développement économique, etc., quand on parle, par exemple, de nos jours, que l'Afrique est tirée de près par le Maroc, qui est la locomotive de l'Afrique, le Maroc, il est choisi comme modèle de développement. Il est choisi comme modèle de développement dans le continent africain et il est choisi comme modèle de développement même au niveau des pays développés. En prenant l'exemple de la femme, vu l'apparence du développement féminin au Maroc. Mais ce n'est pas encore ça. Il y a encore des facteurs de blocage. C'est compris? Et donc, personnellement, je souhaite un bon courage encore pour la femme marocaine. C'est pas fini. C'est pas fini. Le combat n'est pas achevé, mais il faut toujours la féliciter, il faut toujours l'encourager, il faut toujours l'entretenir pour qu'elle soit épanouie et pour qu'elle constitue un véritable capital de demain. Et je vous remercie de votre attention.